Ce programme est sponsorisé par la Villa Lomania, la maison d'hôte idéale pour vos séjours. Nous sommes sur À Cœur Ouvert, votre rendez-vous préféré avec votre diamant vert. Pour ce deuxième numéro, nous allons aborder un sujet très répandu au Gabon, en Afrique et partout dans le monde. Il s'agit des femmes qui assument toutes seules l'éducation de leurs enfants. On les appelle les mères célibataires. Oui, malheureusement, notre comédienne n'a pas été épargnée par cette situation. Elle a décidé de briser le silence pour partager son expérience personnelle et encourager les femmes célibataires à ne pas baisser les bras. Bonsoir Emeraude. Bonsoir Narcisse, j'espère que tu vas bien. Oui, merci. Nous sommes de nouveau ensemble pour aborder un autre pan de ta vie. Oui. Tu as souvent fait apparaître ta fille dans tes contenus. À quel âge l'as-tu eue? Je l'ai eu à l'âge de 17 ans. 17 ans, si jeune. Était-ce un choix? Non, pas du tout, parce que à cet âge-là, on va dire qu'on est adolescent. On a tendance à vouloir découvrir autre chose. Je pense que ça a été aussi de la curiosité. Ça a été une amourette. C'était ça. Okay. Et je me suis rendu compte après que j'étais enceinte. Quand tu l'as su, quelle était ta réaction et celle de tes parents? Alors sur un premier coup, c'était la peur. Ça a été la peur pendant très longtemps parce que j'ai toujours envoyé l'image de, je ne dirais pas l'enfant modèle, mais d'une enfant respectueuse, studieuse, qui respecte la volonté des parents et l'autorité des parents. Et avec cette nouvelle-là, je suis restée dans la peur pendant plusieurs semaines. Après, je me suis confiée à une proche qui, tout de suite, l'a dit à ma maman. Et c'est parti. La preuve, c'est que quand elle avait su, elle est en larmes. Pour elle, si je ne le lui disais pas elle-même directement, elle était convaincue qu'on avait abusé de moi parce que j'étais un enfant modèle à ses yeux. Cette année-là, tu vivais dans un cadre scolaire où les grossesses ne sont pas autorisées, notamment dans un internat. Comment cela s'est passé lorsque les responsables l'ont su? Alors, quand je suis arrivée, j'allais en classe de seconde. J'ai commencé l'année scolaire à l'internat et effectivement, le ventre se faisait un peu plus en plus voir. Et à cette époque, mon surveillant général, qui me considérait comme sa fille, il m'avait appelé pour m'interroger. Il a eu peur d'être expulsé parce qu'effectivement, c'était interdit. Je lui avais dit que non. Et ensuite, il m'avait fait passer des tests. Et les autres m'ont conseillé de me couvrir. Ils m'ont dit non, on va uriner pour toi, pour te couvrir et tout. Mais à cet instant, je me suis dit, c'était soit l'assumer sur le coup, ou encore continuer de mentir. Et en toute sincérité, mentir ne m'arrangeait plus. Donc j'ai préféré assumer le choix de le dire, de l'avouer. J'ai fait le test et quelques jours après, j'ai quitté l'internat pour rejoindre ma maman. Lorsque tout le monde a été informé, les mois qui ont suivi, comment les as-tu vécus? C'était plutôt très difficile parce que vous connaissez comment ça se passe en Afrique, hein? Quand tu es sur le banc de l'école et que tu tombes enceinte, tout de suite, on te considère comme un enfant délinquant. On te considère comme l'enfant qui va rater sa vie ou qui a raté sa vie. Donc, j'étais beaucoup grondée, aussi délaissée. Les moqueries aussi, ça s'enchaînait, que ce soit dans le cadre familial, que ce soit à l'école. La bonne expression, c'est harceler. J'ai été harcelée avec cette grossesse. J'ai même pensé au suicide. Et ça avait créé un gros problème entre ma maman et l'établissement parce que l'harcèlement se faisait plus ressentir au lycée. Et j'avais dit à ma mère que si ça continue, mieux je me jette à l'eau avec la grossesse. Et c'était après son intervention à l'école que ça a tout de suite cessé. Parce que je n'ai pas abandonné l'école, j'ai continué à aller en classe, à avoir de bonnes notes, à étudier mes leçons. Mais que ce soit à l'intérieur du pays, au village ou encore en ville,
Pour une jeune fille, une fois qu'elle tombe enceinte, la majorité, malheureusement, se détourne des études. Et ça change le cours d'une vie, ça, il faut le reconnaître. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Du moins, moi, j'ai eu cette grâce-là. 9 mois plus tard, précisément un 20 avril de l'an, tu donnais naissance à cette adorable fille. Peux-tu nous dire à quoi ressemblait ta nouvelle vie de jeune maman? Alors, c'était une transformation. J'avais peur, j'étais dans les doutes. J'étais même un peu honteuse au début. Le regard des autres était différent. Il y a des parents qui demandaient à leurs enfants de ne plus me fréquenter parce que j'avais déjà accouché. Limite, c'est comme si c'était une maladie. Donc, j'ai pris sur moi, et surtout parce que j'avais ma maman à mes côtés qui m'avait posé la question un soir en revenant des cours, est-ce que tu veux vraiment faire l'école? Et je lui ai dit oui. Elle m'a demandé si j'étais sûre. J'ai dit oui, maman, je veux faire l'école, je veux devenir quelqu'un. Elle m'a dit, si c'est vraiment ton choix et que tu veux faire l'école, je garderai ma petite fille. Et moi, j'ai continué mes études. Donc, c'était vraiment difficile parce qu'il fallait étudier, il fallait allaiter, il fallait apprendre à être mère parce que ma mère n'allait pas être là tout le temps pour moi. Elle me le disait d'ailleurs, que tu es une femme, tu as fait ce choix-là parce que j'ai malheureusement commis une bêtise. Voilà, et tu as fait un choix que tu dois assumer. Donc, il faut apprendre à avoir le juste milieu entre les deux, que ce soit tes études et ta vie de maman. En dépit des difficultés, cette étape de ta vie ne t'a pas empêché de décrocher ton baccalauréat en 2013, je crois bien, et poursuivre tes études universitaires. Comment es-tu parvenue à allier études supérieures et vie de famille avec la petite? Comment tu te sentais en jouant les deux rôles? Alors, la première année, quand j'ai eu mon baccalauréat, ma maman m'a proposé de garder la petite pour la première année. Chose que je ne voulais pas parce qu'au fil du temps, entre ma seconde et la terminale, je me suis attachée à ma fille. Et j'ai dit à ma mère que je préférais monter sur Libreville avec elle. Elle a insisté, elle m'a dit, tu ne connais pas Libreville, c'est l'école qui t'emmène à Libreville pour t'y installer. Je te propose de la laisser au moins une année. Si tu arrives à t'en sortir, à te stabiliser, là tu prendras la petite. Donc la première année, ça a été vraiment l'épreuve. Il fallait que je fasse mes preuves pour prouver à maman que je suis dans la capacité de garder la petite. Parce que je faisais des petits boulots en même temps et je recevais aussi l'aide de mon arrière-grand-père malgré tout à cette époque-là, paix à son âme, qui était mon tuteur. Ça fait que l'année qui a suivi, quand je suis passée en deuxième année, la première chose que j'ai eu à faire, c'était d'aller donner mes résultats à ma mère et en même temps récupérer ma fille. Généralement, la femme est souvent très convoitée, pire lorsqu'elle est jolie. Y avait-il un homme qui voulait combler ce vide-là? Bien sûr. Bien sûr, j'étais étudiante. Déjà, comme toute étudiante, comme tout jeune, il y en avait. Mais pour moi, la première expérience a été difficile parce que une fois Mika venue au monde, les choses ont beaucoup changé, que ce soit avec la famille, que ce soit avec l'entourage. Donc pour moi, c'était très 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 difficile. Combler ce vide, non, je pense que ça n'était pas possible. À cette époque-là, ce n'était pas possible. La petite communique-t-elle avec son papa? Oui, du moins quand elle veut, quand c'est possible. L'histoire nous apprend qu'une relation amoureuse où il y a eu enfant ne finit jamais. Les deux parents peuvent un jour se remettre ensemble. Le père de Mika a-t-il tenté de reconquérir ton cœur? Bien sûr. Et quelle a été ta réaction? Bien sûr, mais non, je n'ai pas été réceptive parce que l'expérience que j'ai vécue et que j'ai traversée avec la petite ne pouvait même pas permettre que quoi que ce soit reprenne. Vous savez, ici en Afrique, je l'ai dit lors de notre premier numéro, peut-être pas seulement en Afrique, mais lorsque c'est fini entre les parents, on a l'impression que pour le papa, c'est fini aussi avec l'enfant. Donc, loin de moi l'idée de ternir son image, mais j'ai vécu et j'ai traversé des situations assez difficiles avec Mika.
Et aujourd'hui, en toute sincérité, je veux dire merci, je veux lui dire merci. Parce que je me dis que si je n'avais pas traversé toute cette épreuve, peut-être que ça n'aurait pas fait de moi une maman forte. Peut-être que je n'aurais pas eu toutes ces capacités. Parce que chaque jour que Dieu faisait, je découvrais une nouvelle moi. Parce que je ne me battais plus pour moi, mais pour Mika. Donc je pense que j'ai beaucoup mûri entre-temps. Ça m'a permis de grandir énormément. Dis-nous aujourd'hui, comment cela se passe après avoir été longtemps seule? Après avoir été longtemps seule avec un enfant, pour ma propre expérience, je dirais que c'est difficile. Tu as du mal à faire confiance. Tu as du mal à te dire que celui qui arrive ne te fera pas ce que le précédent a fait. Tu te dis, est-ce qu'il sera dans la capacité d'aimer ta fille, de vous accepter? Est-ce que la petite aussi de son côté, est-ce que ça se passera bien avec le partenaire? C'est toutes ces questions-là que tu te poses. Mais après 4 ans, parce qu'il y a d'abord eu des relations précédentes qui n'ont pas marché, mais après 4 ans avec mon partenaire aujourd'hui, je pense que tu as pu le constater, il a fusionné avec Michaela. Ils ont fusionné. Et j'ai même l'impression, ça me fait souvent rire, et quelque part ça me fait plaisir. Le sentiment que j'ai après, c'est un sentiment de satisfaction. Qu'ils sont plus complices même que souvent avec moi. Et moi, ça me rassure. Quel conseil donnes-tu à ces femmes qui sont dans la même situation que toi? Alors, élever un enfant seul, pour une mère, pour une femme, c'est quelque chose de très difficile. Je ne pourrais pas juger une maman qui est prête à tout pour nourrir son enfant. Surtout si elle n'a pas de travail, en toute sincérité. Je ne peux pas conseiller à une mère de faire tout et n'importe quoi pour mettre son enfant à l'abri, mais je dirais que je ne peux pas la juger. Parce que quand une femme a l'instinct maternel, parce que ça aussi, c'est pas chez toutes les mères, il faut le préciser. Mais quand une femme a l'instinct maternel et qu'elle est mère célibataire, elle est prête à tout pour son enfant. C'est un combat perpétuel. Et à ces femmes-là, je ne peux que dire courage, déjà pour commencer, de ne pas lâcher, d'être déterminées et à chaque fois qu'elles voudront abandonner, de puiser cette énergie, cette force-là et cet espoir-là en regardant leur enfant chaque jour. C'est ce que je faisais. Quand j'étais épuisée, j'étais fatiguée, je voulais abandonner, je voulais me détourner des études, je voulais limite embrasser la délinquance, si je peux le dire ainsi. Je regardais Michaela à chaque fois et je me suis dit, je ne vis plus pour moi, mais désormais c'est pour elle. Alors, nous allons passer cette fois-ci à la question du jour. Après toute cette expérience, on peut dire sans risque de se tromper qu'on est parent comme on peut et pas comme on veut. Quel est le rôle qu'un parent donne à ses enfants dans l'éducation? Alors, en ce qui concerne l'éducation, sachant que dans la société, nous avons l'éducation de l'école et aussi, permettez-moi de le dire, de la rue, je me dis que l'éducation qu'un enfant doit embrasser, c'est d'abord l'éducation de ses parents. C'est d'abord la base. Peu importe ce qu'il va rencontrer dehors, il faudrait que les bases soient solides. Il faudrait qu'on inculque à nos enfants les valeurs. Si moi, je n'ai pas réussi quelque part, que j'ai échoué, peut-être parce que je n'avais pas le suivi de mes parents ou de ma maman, je dis n'importe quoi, il faudrait qu'avec ma fille, je ne refasse pas les mêmes erreurs. Moi, je dis aux parents, souvent, qui veulent l'entendre, que le but n'est pas de vendre à nos enfants le rêve, de ne pas vendre à nos enfants que tout est beau. Ce qu'il faut montrer à nos enfants, c'est qu'on vit dans une société et que cette société est réelle, qu'il y aura du bon et du mauvais, qu'il y aura des jours heureux et des jours malheureux, qu'il y aura des difficultés, en même temps la réussite. C'est à nous de montrer à ces enfants-là le bon chemin, ce qu'il faut en réalité choisir s'il veut arriver quelque part. D'où je parle de valeur. Ce n'est pas de dire à l'enfant seulement il faut être poli, il faut bien apprendre à l'école. Non, c'est au-delà de tout ça. Il faut faire comprendre à l'enfant qu'il ne sera pas enfant toute sa vie, qu'il va grandir.
Mais il va grandir avec quoi? Des valeurs. Quel est le chemin qu'il doit prendre en réalité? C'est ce que moi je fais avec ma fille. J'ai dit souvent à ma fille, aujourd'hui on peut avoir, demain on peut ne pas avoir. Il faudrait que tu sois préparé à ça. Aujourd'hui, tu as la grâce d'apprendre dans un établissement où tu es bien suivi. Demain, ça peut changer. Ou pour d'autres enfants, ce n'est pas le cas. Il faudrait qu'on puisse apprendre à emmener nos enfants dans la réalité. Tu es là assise, tu dors. Heureusement. Mais si tu choisis de sauter les murs, d'être dehors pendant que les parents dorment, là-bas, tu peux trouver la mort. C'est cruel à dire. Il faudrait qu'on mette nos enfants devant ces réalités-là. Donc, c'est un peu ça mon point de vue. Ok, le message est passé. Pour Émeraude, il faut inculquer aux enfants les valeurs. C'est sur ces mots que nous allons nous dire au revoir, que nous allons nous séparer pour le prochain numéro. Au prochain numéro. Allez. C'était notre programme à cœur ouvert où je me livre à vous sans filtre. N'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas oublier les prochains numéros. À partir du 3e numéro, vous aurez la possibilité de nous proposer des thèmes et je me livrerai à vous par rapport à mon expérience. Sur ce, moi je vous dis à bientôt.